2, 1. C'est parti. L'image est belle. La lumière est fantastique sur nos peaux de bébés. Nous sommes live. Enfin, live, non, nous L'auto sommes c'est prêt, ça. enregistrés. Bonjour, bonjour. Buongiorno Stefano. Stefano Edoardo, come stai? E beh, direi al momento che cosa dirti? Da dove cominciare? Da dove cominciamo questa situazione? Che è abbastanza unica. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une société globale est touchée par une pandémie. Avec Oui. surtout cette vitesse et cette propagation et cette panique. Pardonne-moi, je te laisse. J'ai trop l'habitude de parler dans mes propres vidéos. Je te laisse présenter Non, non, je ta t'en vidéo. prie. En fait, nous sommes en duplex donc depuis Rome et Genève. Rome qui est en quarantaine comme le reste de l'Italie. Oui, oui, J'ai je l'image qui confirme saute. jusqu'au 3 avril, qui est une date pour l'instant provisoire, au sens où on ne sait pas tellement s'il faut y croire, sachant que les nouveautés vont à un tel rythme que le 3 avril peut devenir le 14 ou le 30 ou le mois suivant, ou bien malin qui peut anticiper les choses à plus de 48 heures en ce moment. Oui. Logiquement, lorsque l'on suit la courbe de progression de ce genre de pandémie, si on fait le calcul basé sur les données actuelles, nous atteignons le pic, en tout cas en Italie, vers début juin. Et donc après, ça régresse, et ça régresse généralement assez vite. Donc ça veut dire que le pic des contaminés n'est pas encore atteint, loin de là. Et il faut se préparer, en tout cas pour vous en Italie et nous bientôt dans le reste du monde, très bientôt, à vivre de manière assez recluse et limitée pendant encore bien 2 mois et demi. C'est ça mathématiquement le résultat. Il n'y a pas comme tu sais, les espoirs et les miracles n'existent pas tellement dans le monde de la physique et de la mathématique. La progression ira jusqu'au moment où il n'y a plus suffisamment de contagion possible, et à ce moment-là, ça se résorbe, et on comptera à ce moment-là les victimes directes et indirectes de cette pandémie qui nous a un peu tous surpris, je dois dire. Même ceux qui se préparent. Oui, alors je ne sais pas si tu veux que j'analyse à ce moment-là ou pas. Je me contenterai pour préciser ton introduction. Peut-être rappeler deux choses. Premièrement, comment on se connaît, parce que je ne suis pas certain que tes abonnés ou que ceux qui tomberaient sur cette vidéo me connaissent. C'est vrai. Donc en fait, moi à la base, je n'ai rien à voir avec les épidémies, les pandémies ou les crises sanitaires. Moi, je suis un ingénieur et un sociologue, et mon truc, moi, ce sont les relations humaines, les relations hommes-femmes notamment. Donc j'ai écrit une énorme base de contenu, une bibliothèque de conférences sur le sujet qui est assez unique en France, enfin qui à ma connaissance est unique, que les gens téléchargent avec intérêt, consultent depuis un certain nombre d'années. Donc ces conférences, ces contenus ont été relayés sur certains sites, certains très grand public, mainstream comme on dit, d'autres un petit peu plus discordants ou dissidents comme on dit. Et toi, comme tu es un petit peu entre les deux, comme tu as cette capacité à aller d'un média mainstream à un média quasiment défendu d'une semaine à l'autre, eh bien, nos routes se sont croisées à cette occasion, et on s'est rencontrés, on s'est croisés quelques fois pour déjeuner, voilà, comme ça. On a échangé, mais de façon très abstraite, sur les sujets du survivalisme. Je ne suis pas un survivaliste. Je pense que c'est important à ce stade de le préciser. C'est la première fois que je remplis des placards avec dans ma tête le calcul, le décompte, c'est-à-dire combien de jours je peux tenir. Et encore, je l'ai fait en me raisonnant, c'est-à-dire que via Twitter, j'avais en avance les infos que ça allait barder, mais j'ai pas eu le réflexe d'amasser à l'excès en me disant il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Donc je me suis auto-rationné dans le rationnement, un peu selon le principe kantien de l'impératif catégorique qui est comporte-toi comme enfin, évite de te comporter d'une manière où si tout le monde te copiait, ça serait invivable. Donc voilà, ça c'est pour moi. Et après, par rapport au fait que je sois en Italie, c'est vrai en ce moment, mais je ne suis pas assigné à... Enfin,
Là, on est assigné à résidence parce que physiquement, je m'y trouvais au moment où le décret ou l'ordonnance du gouvernement est passée. Mais premièrement, je ne suis pas italien. Et deuxièmement, je ne réside pas en Italie. J'habite entre l'Italie et la France à égale importance. Et là, ben, j'avais tout simplement le choix, puisque encore une fois, on sentait les choses arriver. Quand on n'est pas un utopiste BA, on sentait, si tu veux, que ce lockdown allait arriver. Et j'avais le choix de le vivre soit en Italie, soit en France. Et j'ai fait le choix de rester ici, mais j'aurais très bien pu, il y a une semaine, acheter un billet d'avion au plein tarif ou prendre le premier train et me casser en France. Je pense simplement que la misère sera la même et que, comme disait Pasolini, Rome est un bien bel endroit pour attendre la fin du monde. Voilà. Absolument, c'est même la plus belle ville, l'une des plus belles villes du monde, et avec une population tout à fait intéressante. Et je suis curieux de voir comment est la réaction, si elle est festive, si elle est énervée, si elle est comment ça se passe à Rome. Ben alors, en réalité, il y a eu 3 phases. Il y a eu une phase qui a duré en gros jusqu'à dimanche dernier. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2020. Donc dimanche dernier, c'était c'était le 8. Donc jusqu'au 7-8, il y avait une sorte d'incrédulité parce que, encore une fois, un petit peu comme à l'époque de Tchernobyl, l'esprit humain a tendance à considérer que quand on confine avec des barrières physiques un virus ou une radioactivité ou quelque chose, eh bien le truc obéit et y reste. Donc pour le Romain, l'histoire du coronavirus était d'abord quelque chose qui a touché la région de Milan. Pourquoi ? Parce que Milan, comme Venise, ont été rachetés. Pourquoi Milan et Venise ? Parce que ce sont des villes qui ont été rachetées par les Chinois. Il n'y a que des Chinois à Venise qui tiennent les commerçants, également à Milan. Et pour le Romain, rappelle-toi que l'Italie, enfin tu le sais parfaitement, tu connais l'Italie encore mieux que moi, mais est très récemment unifié, qu'il n'y a pas eu de centralisation et que historiquement c'est un ensemble de comtés comme ça, contingents les uns aux autres, mais les gens se sentent très loin les uns des autres. En fait, Rome et Milan, il n'y a pas cette république une et unifiée de 3 siècles en France qui les lie dans un bloc monolithique. Ce sont vraiment historiquement deux comtés totalement différents, la Lombardie et je ne sais plus comment s'appelle l'autre d'ailleurs. Bon bref, et donc c'était quelque chose de confiné qui n'allait pas sortir de sa région du Nord. Et de lundi, donc lundi 9 à, si je ne m'abuse, à mercredi 11, donc pendant 48 heures, on a commencé à comprendre que ça y est, de toute façon, physiquement, le problème allait arriver, mais il y a eu cette espèce de rebond un peu festif, de scepticisme, avec les terrasses affichées quitte à mourir, autant mourir, le verre à la main, etc. Et les gens, dans une espèce de compensation festive, si tu veux, à la Murée, Cathodicus festivus. Bon, ben là, c'était pas du tout Cathodicus, c'est très festivus. Se sont dit, on va vivre quelque chose de très rigolo, serrons-nous les bras, serrons-nous les coudes et festeggiamo. Et le problème, c'est qu'en 48 heures, on est passé de festeggiamo, avec des consignes de base sur l'hygiène des mains, l'hygiène de la bouche, moucher dans son coude, enfin les mêmes qu'en France, à un lockout total. Absolument impossible à prévoir. Je te garantis que le lundi ou mardi dernier, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 jours, personne n'envisageait un lockout du pays. Et je suis encore ce matin sur WhatsApp à expliquer à des amis français incrédules qui me demandent « ça va, il y a encore un petit peu de monde dans les rues ?» Non, vous n'avez pas compris en fait. On est assigné à résidence avec l'autorisation uniquement de sortir faire ses courses et des contrôles de flics dans la rue où tu ne peux dépasser ton magasin le plus proche qu'avec un formulaire d'autocertification qui déclare et qui signe sur l'honneur avec responsabilité pénale que tu as une obligation professionnelle ou familiale et tu dois la justifier. Quant à rentrer en France, il n'y a maintenant plus d'avions. Le terminal de l'aéroport est fermé. Il n'y a plus d'Alitalia, il n'y a plus de Vueling, il n'y a plus d'EasyJet, il n'y a plus de Ryanair. Il n'y a plus de train. Et il y a des covoiturages sauvages
d'expats qui cherchent à se déplacer. Voilà la réalité de la situation. Et la France n'a pas la mesure concrètement de ce lockout. Alors que l'Europe était censée unifier les consciences et on disait quand on est français, on se sent plus proche d'un Letton ou d'un Belge que d'un Ukrainien ou que d'un Rwandais. Et ben là, il n'y a pas plus sœurs que la France et l'Italie, qui n'ont qu'une montagne qui les sépare, enfin une montagne et une pizzeria à Vintigny. Et pourtant, le Français et le Suisse n'ont aucune idée de notre vie concrète ici depuis quelques jours. Alors, est-ce que les magasins d'alimentation et les pharmacies, qui sont les seuls autorisés, je suppose, à être ouverts, sont-ils ravitaillés correctement? Alors, encore une fois, je ne te fais pas une réponse simple et unifiée parce que d'abord, c'est pas mon genre, et puis surtout, ça serait faux. Il y a le centre historique et il y a la périphérie. Dans le centre historique de Rome, finalement, on est assez peu enfin, même moi, je ne suis pas résident, je loue un appartement, mais on est finalement assez peu de non-touristes. Donc, paradoxalement, on est presque sauvé parce que la fuite des touristes nous laisse un peu à bouffer, quoi. Donc, il y a de l'attente devant les magasins, mais c'est une attente, c'est pas une émeute. C'est pas une attente nocturne, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'émeute. Les gens laissent 1 à 2 mètres entre chaque personne, ce qui est absolument stupéfiant visuellement. Enfin, on n'a jamais, surtout en Italie en plus, qui n'est pas le pays le plus discipliné, le plus respectueux du règlement. Donc, je dirais qu'on est pour l'instant pas en restriction alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on est très peu à ne pas avoir le statut de touriste. Enfin, moi, je suis officiellement une sorte de touriste, mais j'y loue un appartement à l'année. Je n'y suis pas 15 jours en vacances, si tu veux, d'accord ? Donc, on est sauvé par le reflux des touristes vers leur domicile. J'ai vu, par contre, des scènes de la périphérie, c'est-à-dire la banlieue est plus grande qu'à Paris, ici. Donc, c'est un peu un mélange de banlieue et de périurbain, où les gens, dès la veille au soir de l'ordonnance, faisaient la queue des queues de plusieurs dizaines de mètres devant les supermarchés. Et qui ravitaille ces supermarchés? Comment ça s'organise pour que les supermarchés aient de quoi vendre, de quoi fournir à la population? Il faudrait demander à le comune, et comme on dit ici, en tout cas, pour l'instant, je suis assez rassuré, entre guillemets, de voir que les services publics fonctionnent encore. Donc, il y a encore des bus, il y a encore des métros. Enfin, le métro à Rome est anecdotique, mais il y a des bus. Les poubelles sont ramassées, ce qui m'inquiétait énormément. Oui. Parce que Rome, tu le sais, c'est pas la ville de l'efficacité du ramassage des poubelles. Donc je me disais, si par hasard, les poubelles exercent, le personnel de l'AMMA, c'est-à-dire la société de ramassage des ordures, exerce son droit de retrait, c'est un cauchemar sanitaire en 10 jours, en une semaine. Oui, bien sûr. On se souvient de Naples il y a quelques années. Pour l'instant, les poubelles sont ramassées même mieux que d'habitude. Peut-être cela va-t-il permettre de résoudre en partie ce problème récurrent. Pour l'instant, sauf sur certains produits, les supermarchés sont encore approvisionnés. Pour l'instant, les services publics n'ont pas exercé leur droit de retrait. C'est tout ce que je peux te dire. Après, pendant combien de temps, évidemment, tu imagines bien que je n'ai pas les cartes. Bien sûr. Alors, le point de vue, justement, d'un sociologue, de quelqu'un qui se penche sur... et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent aller voir une excellente conférence parmi tant d'autres, mais particulièrement intéressante, que tu as fait sur le thème des barbares. Lorsque la population barbarisée moderne fait face à ce type de problématique, quelle est l'analyse du sociologue sur le phénomène, spécifiquement en Italie? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Tu as décrit des phases comme ça, un peu de déni, de faisons la fête avant la fin du monde, et puis l'échéance arrive. Comment vois-tu l'évolution psychologique des gens qui se retrouvent chez eux, peut-être pour la première fois à devoir se parler et à rencontrer des membres de leur famille vraiment 24 heures sur 24? Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens, sociologiquement? Alors, c'est une question très intéressante et à laquelle je suis obligé de répondre de façon un petit peu biaisée. Pourquoi ? Parce que moi, ça fait 15 ans que je bosse de chez moi.
J'ai lancé mon activité de conférencier, sociologue, etc. En mai 2006. Nous sommes en mars 2020, donc ça fait 14, on entame la 15e année. Donc en réalité, pour moi, il y a l'inconfort psychologique d'être assigné, mais fondamentalement dans ma vie quotidienne, c'est pas une révolution. Là, je suis à mon bureau romain à 11h38, mais de toute façon, j'y serai quand même sans épidémie ou même sans pandémie. Donc j'en souffre pas dans ma chair, j'en souffre que dans ma tête. Je pense en revanche que, encore une fois, il va y avoir des phases d'agacement croissant, des gens qui n'y sont pas du tout habitués non seulement à s'auto-subsister, encore plus à s'auto-alimenter, puisque tu sais qu'on est dans une génération tertiarisée où les gens ne cuisinent pas, où les gens ne savent pas, déjà qu'ils ne cuisinent pas les choses simples, donc, enfin les choses quotidiennes, donc ils savent encore moins cuisiner ce qu'on appelle les légumes, les légumineuses, qui sont en fait ce qui se garde le mieux. Oui. Hein, on dit les pâtes, mais une fois que tu as fait une indigestion de pâtes, en réalité, ce qui nourrit nutritionnellement plus que les pâtes et qui se conserve, ce sont les légumineuses. Ce sont les pois chiches, les lentilles rouges, les lentilles marron, les lentilles vertes, le grano sarraceno, tu vois, c'est ça en fait. Et donc là, on va se rendre compte que les gens risquent, je leur donne 1 semaine à 10 jours maximum pour commencer à avoir des fourmis dans les jambes et pour finalement réclamer un petit peu de sortir. Là, ça se tient pour l'instant. Il y a une discipline, je dirais pas martiale, mais assez satisfaisante. Par contre, effectivement, il va y avoir plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, notamment simplement la taille du domicile. Ici, les gens ont encore des surfaces vitales à peu près correctes. Je rappelle que l'appartement que je loue ici, par exemple, que tu connais puisque tu y es passé, ici, c'est considéré comme petit, mais pour Paris, c'est du luxe. Ah oui. Un appartement moyen à Rome, c'est 100 mètres carrés, à peu près, entre 80 et 120 mètres carrés. Un grand appartement, c'est 200 mètres carrés. À Paris, un appartement moyen aujourd'hui, c'est 45 mètres carrés. Tu vois ? Ouais. Donc, il va y avoir un problème d'espace vital, de confinement, et un problème surtout que le côté barbare, c'est-à-dire j'appuie sur un bouton pour être livré, je commande sur Amazon pour être réapprovisionné, j'envoie un esclave du tiers-monde avec un blouson Deliveroo pour me porter ma nourriture, ça va s'arrêter de fonctionner. Ouais. Et les gens vont se retrouver à devoir réaliser des activités primaires comme par exemple cuisiner, faire de l'exercice chez eux. Moi, tous les matins, je monte faire de l'exercice sur ma terrasse. Je cuisine des plats en quantité que je stocke, etc. Mais c'est parce que je m'autodiscipline depuis 15 ans à vivre comme ça. Et même si je n'ai jamais été un survivaliste, dans un coin de ma tête, j'ai toujours su qu'on allait être percuté par des crises et j'ai toujours vécu en fonction. Ouais. Donc mon capital économique est géré en fonction. J'ai des bouquins dans ma bibliothèque à plus en pouvoir, dont plusieurs dizaines que je n'ai pas encore lus. J'ai capitalisé sur mon capital intellectuel, c'est-à-dire mes conférences qui sont téléchargeables en ligne. Donc même si je n'en rédige pas dans les prochains mois, mon salaire, c'est pas 0. Tu vois ? Donc en fait, sans avoir rejoint vos stages et sans avoir adhéré à 100% à l'idéologie du collapsing, je l'ai néanmoins intériorisé suffisamment pour là ne pas être à poil. Un certain nombre de personnes, par contre, sont en train de se rendre compte que payer leur loyer, ça va être très dur, leurs charges pour les magasins, etc. Et quand ils vont commencer à réclamer à leurs proprios des réductions de loyer et que ces proprios eux-mêmes, n'ayant pas d'autres sources de revenus, vont dire écoute, mon coco, la réponse est non, là, ça va barder sévère. Oui, et moi qui suis plutôt un libéral, j'en arrive à me dire que dans ce genre de situation, vu la configuration de l'économie, l'État, et je crois que l'Italie a fait des démarches dans ce sens, doit venir et se mettre en intermédiaire finalement entre toutes les transactions et les garantir pendant la période d'une crise qui est, on le rappelle, elle n'est pas structurelle, elle est conjoncturelle, et bien garantir les salaires, garantir les loyers. Premier petit désaccord entre nous, la crise, elle est les deux. Elle était structurelle en Italie avec une croissance absente depuis 18 ans et une récession annoncée, et le conjoncturel s'ajoute, ne s'y substitue pas.
ces crises, l'une amplifie l'autre. Ça, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste de le souligner. Mais disons que ce genre d'épidémie, en tout cas la maladie en elle-même, entre guillemets, ne fait que passer. Et ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. C'est la première, en revanche, dans une économie globalisée. Et donc là, on a l'ensemble de l'économie du monde qui s'arrête, un pays après l'autre. Je pense que nous allons avoir droit à la Suisse et à la France à l'arrêt la semaine prochaine, probablement C'est comme évident. l'Italie. C'est évident. Et les gens n'ont pas conscience du délai. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais. Si tu m'écoutes de temps en temps, et je sais que tu le fais, tu dois m'entendre râler après l'absence de logique Oui. des gens et après leur absence de compréhension mathématique de base. Les gens ne savent pas faire une règle de 3 et ils ne connaissent pas la théorie du nénuphar. Toi, je suis sûr que si je te dis l'histoire du nénuphar qui double tous les jours et à quel jour il recouvre la moitié du lac, tu sais que c'est l'avant-dernier jour. C'est l'avant-dernier, bien sûr. Et ce problème-là est posé dans les collèges et les lycées depuis des générations et quasiment aucun adulte ne s'en souvient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée qu'il n'y aurait pour l'instant que 1000 morts et que 1000 morts, ça serait inférieur à la grippe, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la vitesse de progression et la vitesse de propagation. C'est pas que dans l'absolu, il y ait 1000 morts, c'est la vitesse à laquelle on est passé de 100 morts à 1000 morts. Et sinon, puisque tu nous proposes comme ça de prendre de la distance par rapport à la vie quotidienne et de remonter en arrière, pour moi, il y a un phénomène méta-économique qui est totalement passé sous silence et que je n'ai arrêté de souligner dans plein de dîners ou plein de discussions et dont tout le monde se foutait depuis quelques années. Il s'est passé quelque chose de gravissime et de symbolique au 1er janvier 2017 ou 2018, je crois que c'est 17, et dont les journaux ne se sont pas fait l'écho. Ça fait 15-20 ans que la Chine est l'usine du monde. Ça fait 15-20 ans qu'elle produit notre électroménager, qu'elle produit nos médicaments, qu'elle produit notre divertissement, qu'elle produit nos vêtements, etc. Je ne t'apprends rien, j'enfonce des portes ouvertes. Tout le monde le sait. Sauf qu'au 1er janvier 2017, il s'est passé un truc qui est que la Chine a dit on n'est plus la poubelle du monde. La Chine était l'usine et la poubelle. Et ça, anthropologiquement, quand une civilisation mange à l'endroit où elle chie, quand une civilisation produit tout en recevant le déchet de ce qu'elle produit, à un moment, il y a un bug sanitaire. Mmh. Et de toute façon, même avant, on sera percuté par d'autres crises et on ne sait pas quoi faire de nos déchets. Et ça vient notamment du fait que tout ce surplus de production non recyclable, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a un petit logo ou parce qu'on te dit le canapé que tu viens de recevoir un jour sera recyclé, non. Il n'y a personne qui va démonter ton canapé vis par vis et qui va sortir chaque matériau et le ranger dans une petite boîte. Ce problème était occulté par l'opacité du traitement des déchets par la Chine, mais qu'il est racheté et qu'il est balancé en race campagne. Le coronavirus, c'est né dans cette zone de Chine qui est le tiers-monde, car la Chine est divisée en deux. Il y a la Chine hautement productive, hautement qualifiée, et qui technologiquement est en train de nous mettre la misère. Et il y a une Chine du tiers-monde, notamment la région de Wuhan, où les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir, ont eu l'autorisation par décret du gouvernement de vendre tous les rats et les chauves-souris qui leur passaient sous la main. Et c'est toujours quand on commence à récupérer du déchet d'un côté et à le transformer en produit vendable en même temps que se passe le problème. On dit ils bouffent des rats, ils bouffent des chauves-souris. C'est pas tout à fait exact. Le chinois de base à Wuhan ne bouffe pas des rats et des chauves-souris. Par contre, il vend sur une espèce de marché dans des conditions sanitaires et de déchetterie infâmes, que je vous invite, si vous ne me croyez pas, à aller consulter sur Internet. Il entasse des animaux dans des conditions où les fientes, le pus et le sang sont mélangés parce que les cages sont les unes sur les autres et les animaux se chient dessus les uns sur les autres et mangent leur... Je vous invite vraiment à aller voir concrètement ce dont il s'agit. En trois clics sur Twitter, vous allez voir. Et donc, il y a cette économie du déchet où tout à coup, on va vendre au first world chinois
le produit du tiers-monde chinois dans des conditions d'hygiène absolument épouvantables. Et ce first world chinois va ensuite nous exporter non seulement sa production, mais son tourisme de luxe. Donc, pour résumer, il y a un recoupement extrêmement malsain entre notre incapacité à traiter du déchet et à produire dans des conditions sanitaires correctes et notre, comment on dit greedy en français, notre pompe sans fond où on leur aspire leurs produits finis. Mais tout ça, selon moi, a commencé au 1er janvier 2017, quand ils ont dit, bon écoutez, même nous, on n'est plus capable de gérer vos déchets, donc qu'est-ce qu'on fait? Et on sera percuté par d'autres. Il y aura un problème similaire avec le continent de plastique. Il y aura un problème similaire avec, on ne sait pas traiter notre amiante. Il y aura un problème similaire avec notre notre écart, si tu veux, entre la quantité de choses qu'on leur demande de produire et le fait que les déjections et les déchets de cette production ne sont plus humainement traitables. Ce qui, c'est très intéressant comme point de vue. Je pense qu'après, nous verrons d'où le virus en soi vient, mais la réalité que tu décris est tout à fait juste, tout à fait celle que l'on constate lorsque l'on voyage. Et je dirais même que, voilà, là où en Afrique, nous avons, par exemple, les mêmes conditions de tiers-monde que tu décris, il n'y a pas, ou très très peu, les conditions du first world que tu décris. Donc on a des situations un petit peu différentes. Mais certainement... L'Afrique n'exporte rien à part du pétrole en même temps. En tout cas, nous avons à voir un changement radical d'énormément de pratiques, le fait que tu l'as mentionné, que tous nos médicaments sont fabriqués dans un seul pays. La Chine voudrait nous faire la guerre, elle la gagne en 5 minutes en fermant ses propres frontières. Cette dépendance que nous avons mis en place à des zones géographiques et des zones économiques très productivistes, très concentrées, est une folie en termes de sécurité, est une folie en termes de logique, de bon sens, et je pense qu'il faudra ce genre de crise pour nous réveiller et remettre l'église au milieu du village, mais c'est pas sûr que ça suffise. C'est pas sûr que ça suffise. Comme disait, j'entendais récemment, je crois que c'est Hubert Védrine, citant je ne sais plus qui disait « L'Europe est une tribu de végétariens au milieu d'une jungle de carnivores ». Et ils sont nombreux les carnivores. Alors en parlant de carnivores, tu es français, tu connais très bien la France évidemment. Comment vois-tu la discipline des Français face aux mêmes mesures qui seront mises en place dans quelques jours? Écoute, tu m'aurais posé la même question il y a 72 heures, j'aurais été très circonspect. Mais quand tu réussis à discipliner à peu près des Italiens, tu peux discipliner n'importe qui. Tu connais l'Italie, tu connais la France, tu connais la Suisse, tu es francophone, tu es italophone, tu es anglophone, tu es un cosmopolite. Enfin, un bon cosmopolite, hein, tu n'es pas dans le temps des... Tu sais très bien que si tu arrives à peu près à discipliner un Italien, tu vas arriver à discipliner un Français, et que si tu arrives à discipliner un Français, tu arriveras à discipliner un Allemand, et si tu arrives à discipliner un Allemand, tu arriveras à discipliner un Suisse. Pour moi, ce qui a réussi à discipliner l'Italie, c'est toujours cette logique clanique, tribale, ou comme dirait Todd, la famille nucléaire, là, tu sais. Personne n'y croit tant qu'un membre de sa famille n'est pas touché. Ouais. Mais quand un membre de les familles étant grandes et élargies ici, quand un membre de ta famille, même très loin, à Brescia, en Ligurie, en Lombardie, etc., ou même dans les Pouilles, est touché, tout à coup, tu prends la conscience réelle de ce que veut dire le problème. Ouais. Donc, on sera sous le feu, sous l'étau de 2 marteaux. Le marteau réglementaire, donc la baguette, quoi, la massue, le fusil, et de l'autre, celui un petit peu plus sensible, un petit peu plus charnel, on dit que n'importe qui dans l'humanité est à portée de 7 contacts. Hein, tu sais, tu peux aller
de toi à Jeff Bezos, il n'y a que 7 contacts maximum, et encore, parce que c'est toi, il y en a certainement que 3 ou 4. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a certainement Enfin, que même 2. un en fait. Moi, je Voilà. connais quelqu'un qui le connaît très bien. Donc il y a certainement, ben voilà, bon. En tout cas, tu n'as que 7 contacts jusqu'à une tribu papou en Afrique. Et donc, par cette logique-là, nous n'aurons tous que finalement 1 ou 2 contacts à la maladie. Donc ça arrivera, ça sera le revers de la médaille du monde connecté, si tu veux. Donc c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais il y a les portes ouvertes et il y a la réalité charnelle. Et tu n'as la conséquence d'un lockout ou d'un io resto a casa, comme on dit ici, que quand tu vois ta propre rue vide. Moi, l'appartement dans lequel je réside ici, quand j'y suis, est dans la rue quasiment, enfin tu le sais, c'est dans la rue quasiment la plus passante de la ville, c'est dans le quartier de Piazza Navona, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait un peu à Paris l'équivalent de, je sais pas, ça serait quoi à Paris, Piazza Navona Ah non, c'est incomparable, c'est beaucoup mieux. Non, mais bon. Mais Place Vendôme, c'est une sorte de place. Non, parce que Place Vendôme, c'est pas vraiment Le Marais. Voilà, ça serait dans le Marais si tu veux. Le Châtelet, oui, un truc comme ça. Tant que tu n'as pas vu la place la plus fréquentée de la ville vide, et tant que tu n'as pas vu ta propre rue vide, et tant que tu n'as pas vu les commerces que tu fréquentais avec le rideau tiré, et tant que tu n'as pas vu tes voisins avec des masques en papier, et tant que tu n'as pas vu les gens à la poste s'écarter de 2 mètres de toi quand tu rentres, tu n'y crois pas. Ouais, mais je veux bien. Tout ça arrive en 24 heures. Hein. Oui. Oui, j'avoue que par exemple, bien que très préparé à ce genre de crise, autant j'ai mis ma famille à l'abri là où il faut qu'elle soit et on se démène pour leur faire l'école à la maison et tout, autant moi j'ai des activités qu'il faut que je suive, y compris certaines officielles, enfin demandées par la collectivité, on va dire ça comme ça. Eh bien, je n'ai toujours pas porté de masque parce que je ne suis pas malade ni et je n'entre pas en contact proche des gens. Mais parle-nous de quel est ton avis sur l'efficacité du masque? Je suis très partagé à titre personnel et j'ai lu tout et son contraire. Oui, alors en fait, porter un masque, Pierrot. Très concrètement, il y a 3 cas. C'est si tu es malade et que tu dois aller quelque part, porte-en un. C'est toujours ça, c'est mieux que rien. Il y a plusieurs niveaux de masque, mais on ne parle pas du petit. Enfin, ça peut aller du petit masque chirurgical. Il y a différents degrés. Degré 1, 2, 3. Bon, le plus c'est élevé, mieux c'est. Est-ce que j'en ai un là? Oui, je dois en avoir un là. Qui est prêt à l'utilisation, mais que je n'ai pas utilisé. Alors, tu vois, ça, c'est le niveau 1 qui ne protège pas grand-chose, ou très peu. Oui, c'est le masque de l'anesthésiste à l'hôpital. Voilà, ensuite, alors, il y a des systèmes intégrés qui sont un peu plus funky, qui sont intégrés avec un truc, donc tu peux mettre l'un sur l'autre. Et dans l'appartement, là, je suis dans mon bureau, dans l'appartement, j'ai des masques beaucoup plus filtrants, et j'ai même le masque, le monstre qui est, ça, c'est pas utile. Le masque NRBC avec filtre et tout, le truc que tu l'envoies hein. Envoie-le-moi. Celui-là est excessif. En revanche, il y a un deuxième cas, c'est si tu es toi-même, si toi tu dois aller en interaction avec quelqu'un de malade, effectivement là il vaut mieux vraiment mettre des protections adéquates et c'est généralement le personnel soignants, ambulanciers, forces de l'ordre, etc., qui devraient en avoir et en avoir en quantité, parce qu'il faut les changer souvent. Mais enfin, si tu fais ta circulation au milieu de la route, pour dire, si tu es policier et que tu fais la circulation, tu n'as pas besoin d'emporter. Je veux dire, le virus ne va pas voler dans les airs et s'approcher de toi et grimper sur ta tunique et rentrer en toi. Il faut quand même. En gros, si tu vas faire tes courses une fois tous les 3 jours, et voilà, que tu restes ça peut être une bonne idée. distance respectueuse des gens, en théorie, je dis bien, tu n'as pas besoin de masque. Non. Alors ensuite, il y a le troisième cas, qui est un cas en fait où l'utilité elle est indirecte, c'est-à-dire que lorsque tu portes ce genre de masque, tu te rends compte du nombre de fois où tu mets tes doigts à ta bouche et à ton nez et à tes yeux dans la journée. Oui, c'est bon ça. Parce qu'en fait, tu portes, alors je vais pas le mettre, mais tu portes ton masque et tu te rends compte que tout d'un coup tu te grattes, Ouais, je le fais souvent.
Et on le J'ai fait souvent les tous, têtes du nez qui transpirent, je fais souvent ça. voilà, des milliers de fois par jour. Et c'est là où tu te rends compte, ah oui merde, il faudrait que j'aille me laver les mains. Je vais à la poste ce matin et j'ai une furieuse envie, et en plus quand tu y penses, l'envie augmente, tu as une furieuse envie de te gratter le visage, et donc tu cherches des toilettes, tu prends du savon, tu te nettoies, etc. Alors tu peux pas te sécher, alors tu sors avec le coude, tu essaies d'ouvrir la porte, etc. C'est assez rigolo, mais c'est plus un rappel qu'autre chose. Le... Après, il y a une approche philosophique de dire, au fond, nous devons nous isoler volontairement pour le bien commun. Mais, et en même temps, partir du principe que nous allons attraper cette maladie et qu'il y a une sorte de sélection naturelle qui se met en œuvre et que si tu es relativement en bonne santé et avec un bon système immunitaire, normalement, tu vas y passer et statistiquement, enfin, tu vas passer le cap et donc tu ne seras pas malade et encore moins mort. Et statistiquement, c'est le cas. Statistiquement, on va avoir moins en fonction. Alors évidemment, chaque catégorie est différente, chaque catégorie de personnes, mais statistiquement, on a 99% de chances que quand bien même on touche on ait cette maladie, ça ne va pas nous tuer. Euh, nous sommes dans la force de l'âge, les jeunes, c'est encore des meilleures statistiques. C'est vrai qu'à partir de 65 ans, 70 ans, la statistique est plus mauvaise, du moins pour l'instant, de ce que l'on sait. Et donc, plus on retarde la contamination, mieux c'est pour la collectivité, mieux c'est pour tout le monde, parce qu'on nous contribuons à ne pas saturer les hôpitaux. Si tout le monde tombe malade en même temps, les hôpitaux sont débordés. Et ils le sont déjà aujourd'hui en Italie, ils le sont déjà ailleurs. Je peux te confirmer, je devais subir une petite intervention le 17 mars, et elle est reportée sans date ultérieure. Bien sûr. Et je veux dire, ça n'était pas du tout négociable. Oui. C'est clair, il y a du triage, c'est-à-dire que d'abord les priorités, et parmi les priorités, on sauvera les plus jeunes plutôt que les vieux, et parmi les plus jeunes, on sauvera les filles plutôt que les garçons. Enfin, tu connais comment ça marche. Et donc, c'est le patriarcat, c'est bien connu. Et donc, Ouais. voilà, donc il n'y a pas de... Ça, c'est dans les pratiques, et c'est vrai que nous autres survivalistes qui avons cette attitude de nous préparer à l'avance, d'avoir justement des stocks, ce n'est qu'un tout petit aspect du survivalisme, avoir des stocks. Un gros élément, c'est l'attitude. Qu'est-ce que tu suggères concrètement de stocker? Bah là, pour l'Italie, c'est un peu tard. C'est-à-dire, ce sera plutôt quelque chose dont on discutera pour la prochaine crise. C'est pour celle-ci, eh bien, il faut simplement réfléchir. Ce que tu utilises au quotidien, qui va du dentifrice à la brosse à dents, au savon, jusqu'à... Alors, dentifrice, j'ai. Brosse à dents, j'ai. Savon, j'en ai acheté 3 kilos, 4 kilos. Ça va alors, t'es tranquille pour le savon pour un moment. PQ. Bah, ça aussi, les gens, c'est marrant cette obsession sur le papier toilette, alors qu'on peut très bien gérer sans papier toilette. C'est pas ça qui est absolument. Tant qu'il y a de l'eau courante, le papier toilette est très accessoire. En revanche, voilà, heureusement que cette crise, et c'est pour ça que pour moi, tu as raison de dire qu'elle s'ajoute à une crise structurelle, mais qui n'est pas liée. Par exemple, ce n'est pas ce genre de crise qui devrait normalement faire qu'il n'y a plus d'électricité et plus d'eau courante. Non, normalement. Normalement, il y a suffisamment de personnel pour faire fonctionner, en tout cas au minimum, l'eau, comme tu parlais des déchets, c'est très important, les traitements des eaux usées, le faire fonctionner le gaz pour le chauffage, etc., pour la cuisine, etc. Si nous devions avoir des ruptures dans l'électricité et donc par cascade, par domino, le reste, l'eau notamment, et le gaz et le chauffage, eh bien là, alors le papier toilette, ça devient extrêmement précieux parce que les gens sont... Mais à la fin, vous avez une rivière, il y a de quoi faire, mais on n'est plus habitué à ça. Et le confort moderne est tellement énorme que nous n'avons plus aucune idée de comment on peut vivre sur les rives du Gange ou du Congo. Donc, on n'a pas ce décalage est trop fort. Bon, après, on est adaptable, mais c'est vrai qu'on voit que le papier toilette, voilà, c'est un truc qui est souvent cité comme une nécessité principale alors qu'elle ne l'est pas. Et puis, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a la nourriture et
mais il y a aussi les médicaments. Beaucoup de gens sont des malades chroniques. Ça va du diabète à la tension, ou même aux antidépresseurs pour beaucoup de gens, n'est-ce pas, mesdames? Et la rupture de stock d'antidépresseurs, ça a des conséquences assez considérables sur la psyché des gens et leur Il y avait comportement. j'ai entendu dire qu'il y avait des queues devant les tabacs pour les cigarettes. Alors oui, j'imagine que la cigarette pour un fumeur, ça doit être terrible. Des points auxquels que l'on va découvrir, c'est que le trafic de drogue va s'arrêter dans ce genre de situation, parce que par définition, il n'y a pas des stocks énormes et les trafics marcheront moins bien. Donc on va voir là comment les traders, les yuppies modernes vont vivre sans cocaïne et comment les classes prolétaires sans pétard, est-ce qu'elles vont être toujours aussi dociles? Donc ça, c'est des questions auxquelles on aura la réponse ces prochains mois. Ouais, ça va exploser, hein, parce que entre l'assignation à résidence, le manque d'espace vital pour certains qui vivent dans 15, 20, 30, 40, 50 mètres carrés à deux avec enfants, sous prétexte que, comme on est en ville, tu comprends, on est tout le temps dehors, donc chez nous c'est petit mais ça va. Quand ils vont se retrouver dedans toute la journée avec les enfants qui braillent et comme tu dis, sans substance récréative, moi je te donne 10 jours avant que les gens ne commencent à s'agacer un petit peu. Ouais. Alors tu sais, lorsqu'il y avait pour ceux qui diraient on va aller au parc, parce que le parc on est à l'extérieur, ça craint rien, etc. Arrêtez d'être con 2 minutes, tous les parcs sont fermés. Bien sûr. Alors, lorsque dans les années 50, les États-Unis avaient développé une stratégie de sauvegarde de la population en cas de guerre nucléaire, et qu'ils avaient proposé la construction d'abris anti-atomiques, comme on les appelait à l'époque, et qui ont été construits dans de nombreuses villes et de nombreux pays du monde, notamment en Suisse, en Suède. Eh bien, la problématique était de dire combien de temps on va demander aux gens de s'attendre j'ai fait une phrase n'importe comment, en français ça devrait dire, combien de temps allons-nous suggérer comme étant le temps minimum pour que les gens restent dans ces abris? Voilà, c'est déjà ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de parler avec un polyglotte parce que tu confirmes que plus tu parles d'autres langues, mieux tu les parles, bien que tu parles français. Ah, dans ma tête, je suis en anglais, c'est ça. Et dans ma tête, je suis en italien et on me reproche tout le temps de chercher mes mots. Oui, mais en fait, si vous parliez plusieurs langues, vous le sauriez. Ouais. Et donc, alors je te dis pas l'allemand, heureusement que je le maîtrise pas très bien, mais si en plus si je maîtrisais l'allemand, je mettrais tous les verbes à la fin, et ce serait très compliqué. Alors, on comprendrait pas jusqu'au dernier mot ce qu'on veut dire. Et en fait, donc, ils ont fait des études psychologiques pour essayer. Alors, d'un point de vue physique, tu peux rester de manière indéfinie, cloîtré, avec des gens. Si tu as de la nourriture, si tu as un système d'hygiène et une évacuation des ordures physiques personnelles, enfin de tout ce qui est excréments et autres, il n'y a pas de problème. Encore une fois, l'évacuation des ordures, c'est toujours la même logique en fait. Ah oui, oui. Tant que tu arrives à avoir 2 circuits différenciés et à ne pas chier là où tu manges, ça va. Ça va très bien. Quand tu commences à faire les deux au même endroit, c'est le problème. Pourtant, ils ont dit, en cas de guerre nucléaire, il faut rester 2 semaines à l'abri. Et alors tout le monde a mis de côté 2 semaines d'eau, 2 semaines de nourriture dans les abris, etc., etc. Et puis personne n'a posé la question, mais pourquoi 2 semaines et pas 3? Au fond, les radiations, elles vont peut-être durer des centaines d'années. Donc pourquoi 2 semaines? Et en fait, ils ont dit, on a fait des tests, et on a remarqué qu'après 2 semaines, y compris des conjoints, des époux, des familles, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, ils sortent quand même. Donc on va pas... Voilà, mais pressant gros comme une montagne. Exactement. Pardon, tu as dit? Je le pressens arriver avec force. Ouais. Et je crains que, autant, alors en Italie, je crois qu'il y a un facteur, peut-être que moi, ayant eu des parents italiens, des grands-parents italiens, et ayant connu très bien, ayant vécu en Italie quand j'étais petit aussi, je crois qu'en Italie, peut-être tu l'as déjà remarqué, mais il y a il y a un élément de la personnalité italienne en général qui est hypocondriaque. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Les Italiens parlent volontiers de leur propre maladie ou de les craintes de maladie qu'ils ont. Je n'ai pas remarqué, non. Ok. Ben, moi, j'ai remarqué ça, peut-être c'est des générations plus âgées, plus anciennes, mais moi, j'ai trouvé ça assez flagrant, et peut-être que ça, c'est un facteur qui ajoute à la volonté. Voilà, si c'était une invasion allemande de l'Italie, ils seraient moins disciplinés. Mais là, c'est un virus, c'est une maladie, oula.
Je crains que dans d'autres pays, comme en France ou en Angleterre, il n'y ait pas cette discipline. Euh, je crains fort que ça ne se passe pas facile, ça ne se passe pas aussi facilement aux États-Unis, en France, en Angleterre qu'en Italie. Mais nous Pour serons vite moi, fixés. ça se jouera sur un levier psychologique qui est le fait que la punition sera différée, puisque on estime que le degré, la vitesse d'incubation, le temps d'incubation du virus est 7 à 14 jours. Donc le problème, c'est que les premières mesures ne porteront leur effet que au mieux 14 jours, enfin au mieux 7, mais très probablement 14 jours après leur instigation. Or, tu viens de nous dire que 14 jours, c'est déjà psychologiquement le max pour la plupart des gens. C'est quand on sera au max de tolérance qu'on n'aura peut-être que le début de la récompense de l'effort qu'on a fait. Et tu sais très bien que l'intelligence, c'est d'accepter que la gratification soit différée. Quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui sait s'autodiscipliner, et quelqu'un qui accepte de bosser des années dans la pauvreté en échange d'un gain futur. Le con de base, il ne va chercher que le gain rapide. Donc le problème qu'il y ait ce 7, 14, 21 jours de délai entre l'éventuelle récompense de l'effort que tu as fait et l'effort que tu as fait va être ce qui va nous plomber. Parce que les gens, pendant 14 jours, vont s'enfermer avec leurs chiens, leurs gosses, etc., tout en continuant de voir la courbe monter. Et 80 ou 90% ne toléreront pas d'accepter qu'on ne verra le bénéfice qu'après. Oui. Alors, pas de filles, pas de prostituées, pas d'orgie. Ça, c'est les trucs les classes supérieures vont être très très mal ces prochains temps. Non, les classes supérieures, ne t'inquiète pas pour elles, vont se les procurer quand même. Ah, c'est dangereux, hein. C'est dangereux dans cette situation. En tout cas, nous voyons. Ils se débrouilleront, mais tu sais que face à l'appât du sexe, la peur de la mort disparaît. Alors c'est vrai, et d'ailleurs, deux points, en fait, ce qui m'avait fait penser à cette réflexion, c'est tout d'abord de voir que parmi les classes dirigeantes, nous avons beaucoup de politiciens atteints. On a annoncé qu'il y a une forte présomption qu'au Canada, le Premier ministre soit touché, et d'autres, je crois qu'en France, il y a quelques ministres, quelques membres du Parlement, donc on sent que cette maladie, en fait... Alors, ici, il y a le président de la région. C'est ça, et je crois aussi des différents chefs de parti touchés depuis déjà quelques jours, depuis pas mal de temps, et on sent que c'est en fait beaucoup plus diffus que ça en a l'air. Alors mon épouse me dit, mais tu vois, les politiciens ils passent leur journée à serrer la main aux gens, donc forcément ils sont plus à risque, c'est possible. Mais un autre élément, c'est que j'ai perdu le fil de ma pensée avec ces histoires de politiciens. Je parlais des classes dirigeantes. Oui. Pardon ? Tu parlais des orgies. Oui, les orgies. Alors, les classes dirigeantes c'est les politiciens, Moi, je vais meubler pendant que tu... Vas-y, meuble, ça me reviendra. Moi, je prédis des dizaines de milliers de ruptures. Il y a des couples qui ne survivaient qu'en s'échappant au travail. On connaît tous des gens qui ne survivent et qui ne tolèrent leur conjoint que parce qu'il y a le travail. C'est pour ça qu'on repousse la retraite, c'est parce qu'on sait que quand on va se retrouver assignés ensemble, ça va être très dur. Et là, il y a plein de gens dont l'entente n'est simplement l'entente émotionnelle, sexuelle, professionnelle et intellectuelle surtout, n'est simplement pas suffisante pour être enfermés ensemble. C'est très vrai, c'est très vrai. Ça, on s'est tous retrouvés lors de vacances assignés par la neige, ou par la pluie ou par le froid. On s'est retrouvés une semaine ou 2 ou 10 jours ou en bateau ou dans un chalet à la montagne où finalement il faisait tellement mauvais qu'on ne pouvait pas sortir. Et on a tous trouvé le temps très long avec une jeune femme ou une dame ou un monsieur avec qui on était pourtant ravis de partir. Ouais. Et pourtant, il n'y avait pas d'épidémie, l'ambiance était légère, on était simplement assignés par le temps et la contrainte météorologique, et on était tous bien contents de rentrer et de ne plus se voir pendant quelques jours. Ben là, ça va être ça en 10 fois pire. C'est vrai. Les gens vont s'écraser. C'est vrai. Non, c'est
c'est très vrai. Voilà, je crois que comme ça ne m'est pas revenu, on va s'arrêter là. Sinon, je vais, ça va me turlupiner. Je pourrais plus réfléchir à autre chose. Parfait. Je te remercie. Alors, bon courage en Italie. C'est un événement que l'on racontera à nos enfants, à nos petits-enfants, et qui restera dans nos mémoires assez, de manière très intense, je crois. Et c'est pas fini. Je, je ne suis, je suis loin d'être le plus à plaindre, et d'ailleurs, je ne me plains pas. Pareil ici. Mais la situation est grave quand même, hein. Oui, oui, c'est un vrai événement. C'est l'histoire avec un grand H. Salut camarade. Stammi bene. À bientôt. Bene, bada.